Mais où avons-nous la tête? Merci beaucoup, Frédéric Worms. Alors, vous êtes parti, mais en fait, vous allez rester avec moi. Ben oui, venez avec moi, puisque vous allez évidemment participer au débat que nous allons maintenant ouvrir. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir nos deux invités pour échanger avec Frédéric Worms. Il s'agit de Laurence Barry et de Gilles Boeuf. Merci de les accueillir tous les deux, s'il vous plaît. Allez-y, prenez place. Merci à tous les deux d'être avec nous. Laurence Barry, vous êtes actuaire et co-titulaire de la chaire Paris, programme de recherche pour l'appréhension des risques et des incertitudes. Merci d'être avec nous. Et Gilles Boeuf, vous êtes biologiste, expert en océanologie, diversité, professeur à l'université Pierre et Marie Curie et ancien président du Muséum d'histoire naturelle. Merci d'être avec nous cet après-midi. On va, pour lancer peut-être les débats, une petite vidéo, puisque nous avons interrogé les gens dans la rue pour leur poser un certain nombre de questions liées à nos débats. On les regarde. Mais où avons-nous la tête? Collectif, individualisme, sommes-nous en train de vivre dans notre société une réelle tendance à la disparition de l'intérêt général? Êtes-vous sensible aux campagnes de prévention? En tout cas, ça ne me laisse pas indifférente. Il faudrait que nous y soyons tous sensibles. On devrait tous être solidaires, se serrer les coudes. Mais bon. Oui, j'y suis sensible, c'est bien la prévention, mais finalement c'est toujours des choses qu'on a déjà faites ou qu'on connaît déjà. En avez-vous une ou plusieurs en tête, et si oui, laquelle? Oui, il y a des choses dont on nous bassine tout le temps, comme la vitesse au volant, ce qui est quand même relativement normal, et puis les 5 fruits et légumes par jour. Oui, la campagne pour le vaccin. Mais moi, je me ferai jamais piquer. Et dans quelle mesure pourriez-vous faire passer l'intérêt collectif avant votre intérêt personnel? Pour les gens que j'aime. Ou que j'apprécie. Oui, ce serait peut-être pour ça. Tout de suite, là, je sais pas. Pas facile de me faire changer d'avis quand j'ai une idée dans la tête. Plus concrètement, si nous parlions d'un sujet d'actualité, par exemple le climat, et vous, à titre personnel, que faites-vous pour la planète? J'ai vendu ma voiture et je me suis mis à la trottinette. Je m'informe, j'en parle autour de moi, j'essaye de convaincre les autres pour que ça change. Alors moi, je fais ma part. Ça fait très longtemps que j'arrête l'eau quand je me lave les dents, par exemple. Je fais ce que je peux, mais ça suffira pas. Il faut que tout le monde se mobilise. Et quel regard portez-vous sur ceux qui n'en ont rien à faire? C'est la société de consommation, c'est la fascination pour l'argent, quoi. Je m'occupe de moi, et c'est déjà pas mal. Alors les autres... Et vous, comment réagissez-vous? Moi, franchement, quand je vois comment certains se comportent, ça me donne pas du tout envie de faire des efforts pour les autres. La planète, il faut déjà que je mange. C'est le gouvernement qui devrait faire quelque chose. La perte de la notion de responsabilité favorise-t-elle la prise de risques accidentels individuels? C'est la question qui reste posée aujourd'hui. Mais où avons-nous la tête? C'est donc l'une des questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, je vous ai vu tous les trois très attentifs à ces propos. Gilles Boeuf, je vous ai vu réagir à plusieurs reprises. Petit commentaire par rapport à ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que ça a de signifiant pour vous? Plein de choses. D'abord, je me suis régalé en écoutant mon ami Frédéric tout à l'heure. Il y a plein de questions essentielles qui sont posées. Vous savez, aujourd'hui, je me pose la question si l'humain a oublié qu'il était vivant. On se rappelle qu'on est vivant quand on est malade aujourd'hui. Ça, c'est quand même très, très préoccupant. Je le vois tous les jours autour de nous et on va revenir sur les histoires de la santé qui est totalement partagée entre les écosystèmes, les arbres, les animaux et les humains. Cette pandémie dont parlait Frédéric, quelqu'un est bien allé chercher des chauves-souris dans une grotte chinoise à 1500 km de Wuhan. Que ce soit passé pour un marché ou pour un labo, peu importe. On est allé les chercher, il fallait leur fiche la paix. Ce qu'il faut dire aussi à tous nos amis, c'est que la planète, elle s'en fout. Qu'on arrête de nous dire il faut sauver la planète. Elle n'en a rien à faire. Elle a 5 milliards d'années. Elle a encore 5 milliards devant elle. On sera plus là depuis très longtemps. Laissons la planète tranquille. La vraie préoccupation, et Frédéric l'a tout à l'heure bien souligné, c'est nous-mêmes sur cette planète. Nos activités économiques, nos amours, ce qu'on fait en permanence. Alors l'histoire de l'individualisme face à tout ça, il est assez compliqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Moi, je mets jeune. Gilles Boeuf, ce que je vous propose, c'est que je voulais juste faire un petit tour d'état. Parce que là, vous êtes parti tout de suite. Mais ce que je comprends bien, ce qui est formidable, parce que je vous sens très engagé, évidemment, sur la discussion. Il faut partager. Et il faut partager. Juste réaction de Laurence Barry et Frédéric Worms ensuite sur ce qu'on a entendu. Très gênée de vous interrompre dans votre... je trouve que c'était un peu caricatural, parce que je ne pense pas que les gens soient aussi égoïstes que ça a été présenté. Mais je pense qu'effectivement, on est dans une période où on est en train de se poser des questions sur la solidarité.
D'accord, alors attention, le micro, on le garde voilà, bien près de soi pour qu'on vous entende bien, super. Voilà, donc on est dans une période où effectivement on repense la solidarité et c'est, je pense, quelque chose de très important, que ce soit vis-à-vis de la planète, que ce soit vis-à-vis de nous en tant que collectif. D'accord, donc cette solidarité ouverte qu'exprimait Frédéric Worms, vous êtes tout à fait d'accord avec ça, et attention, on n'est finalement pas tant que ça tombé dans les individualismes. Frédéric Worms, réaction. Oui, moi, ce qui m'a frappé, d'abord, effectivement, je pense que la question qui a été posée aux gens, c'est est-ce que vous préférez vous protéger vous-même ou les autres? C'était le thème. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont dit quand même, il faut que ça me protège moi aussi. En tout cas, bon, il y avait une forme, et on a pu avoir l'impression qu'ils se mettaient avant les autres. Moi, je pense que ce qui se cache derrière ça, c'est pas forcément, en effet, seulement un égoïsme, c'est une demande que tout le monde se sente protégé aujourd'hui. Je pense que pour effectivement que chacun participe, il faut avoir le sentiment que la protection qui se met en place, comme le risque est global, va aussi nous protéger, nous. Et c'est vrai qu'il y a une disproportion si on fait le tri sélectif, alors que la planète, en effet, en tout cas que le climat... Mais il faut avoir un sentiment que tout le monde est protégé. Donc je pense que l'appel aux politiques est assez juste. On a besoin d'avoir le sentiment. Et à ce moment-là, l'action individuelle peut reprendre du sens. Mais moi, c'est cet appel à un sens commun de l'action qui m'a frappé. Tant qu'on n'a pas le sentiment que le problème commun est traité, on ne peut rien faire individuellement. En France, c'est quand même ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a quand même eu, contrairement à ce que pensent certains, une confiance dans une politique collective. Sinon, les gens n'auraient effectivement jamais fait des mesures individuelles. Et je crois que c'est vraiment le grand sujet d'avoir cette confiance dans le collectif pour qu'on puisse accepter de faire un petit peu des sacrifices. Sinon, confiance dans le collectif. On reviendra sur ce thème dans quelques instants. Et Gilles Boeuf, donc je vous avais interrompu dans le début de votre discours. Vous disiez la planète, elle s'en fout. En fait, le vrai problème, c'est aujourd'hui cette biodiversité. C'est là qu'il faut. Complètement. En fait, la seule façon de s'en sortir, c'est qu'on revienne sur ce qu'on est. Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau liquide. C'est pas fait pour laver sa bagnole. Et ça, on l'oublie tous les jours. Deuxièmement, un humain, c'est au moins autant de bactéries symbiotes sur la peau et à l'intérieur que de cellules humaines. Et on sait que quand le dialogue entre ces micro-organismes et les cellules humaines ne va pas, c'est l'obésité, c'est le diabète de type 2, c'est Alzheimer, c'est l'autisme, c'est l'hypertension artérielle. Et puis aussi, on le voit, la comorbidité du coronavirus dont parlait tout à l'heure notre ami Frédéric, il cogne là-dessus, hein. Il cible nos fragilités. C'est spectaculaire. D'ailleurs, moi, je suis tout à fait comme Frédéric. Le vrai sujet, c'est la Covid-19 devrait être extrêmement salutaire si on sait en tirer l'enseignement collectif dont on a besoin. Je ne sais pas si on le fera vraiment. Ce qui n'est pas très méchant. 5 millions de morts, vous allez me dire non. Et en fait, c'est pour ça qu'il nous embête. Parce que s'il avait été aussi méchant que ceux de 2003, on n'en serait pas là, effectivement. Parce qu'un virus qui tue son hôte, ça ne dure pas très longtemps. Un virus qui ne tue pas son hôte et qui mute en permanence parce qu'il attend de le faire, c'est plus inquiétant. Donc pour revenir là-dessus, la question c'est comment on passe du collectif, effectivement, à l'individuel et dans l'autre sens. Il y a eu 2 énormes déconfiances pendant cette année et demie. Moi qui suis un scientifique, je n'entends à la télévision que des opinions. Et la science n'est certainement pas une opinion. Je ne suis pas médecin, mais je pense que tel médicament marche. On n'en sait absolument rien. Quelle science va nous dire qu'il faut faire un couvre-feu à 18h, à 19h ou à 20h? Il n'y en a aucune. Donc ça, c'est le premier aspect des choses. Hein. Et puis ensuite, bien sûr, c'est l'aspect complètement évident d'un système qui nous a complètement échappé, d'un monde politique qui nous dit le 16 mars 2020, le masque ne sert à rien. Regardez de quoi on a l'air avec nos masques ici. Hein. 15 gènes chez coronavirus 19. 15 gènes, on en a 29 000. On n'a pas l'air fin avec nos masques. Hein. Et puis ensuite, maintenant, on veut en coller aux gamins de 3 ans. Donc c'est là, déconfiance dans le monde politique, déconfiance dans le monde scientifique, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On fait un conseil scientifique, on les aime bien, les conseils scientifiques avec Frédéric. Il n'y avait même pas un vétérinaire. Hein, c'est une maladie de chauve-souris. Les coronavirus sont découverts par des vétérinaires. Ils avaient déjà vacciné. Et en mars 2020, on leur dit non, on n'a pas besoin de vous. Et tout à l'heure, on l'a expliqué, c'était le non-engorgement des urgences. Donc, comment est-ce qu'on réfléchit un petit peu à tout ça? Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait en tirer parti pour qu'on soit capable de se dire, voilà, ce qui nous est arrivé là, c'est embêtant, effectivement. Tout à l'heure, Frédéric l'a dit aussi, on a tous été touchés d'assez près par cette pandémie. Mais finalement, est-ce que c'est une vraie catastrophe par rapport à ce qui s'est passé auparavant? C'est pas la peste noire du Moyen-Âge, c'est pas la grippe espagnole qui tue 100 millions de personnes. À l'époque, on n'était pas 2 milliards sur la Terre. On est à 8 aujourd'hui. Donc voilà, il faut relativiser ça. Ce que je dirais simplement, c'est que la communication qui a été faite autour a été faite en dépit du bon sens. Et au niveau de chaque individu, ils sont tous un peu paumés finalement. Enfin, moi, j'appartiens, comme tous ici, au pays de Pasteur. On a plus peur d'un vaccin que d'un virus. Je ne comprends pas. Voilà, c'est tout. Hein. Et puis, tout est à l'avenant, en fait. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, ce complotisme qui s'est mis en place... Puis, des gens se sont exprimés sur des sujets qu'ils ne connaissaient pas. Et ça m'a fait beaucoup de mal aussi.
Quand on me dit la chloroquine sauve les Marseillais, vous savez ce qu'a sauvé les Marseillais? Le Mistral, voilà. C'est ça qu'a sauvé les Marseillais. Ce virus, il a horreur du vent et il n'aime pas l'eau salée. Il s'est noyé en mer, dans l'eau. Tout est comme ça. Quand est-ce qu'on reviendra à du bon sens? Attendez, on va faire un peu de courant d'air ici à Jussieu, si c'est possible. Ah bah c'est sûr, on se contamine dans une pièce avec la même climatisation, la même machine à café, mais pas du tout en faisant du vélo ou du surf. Alors, j'avais envie qu'on raisonne évidemment sur les responsabilités aussi entre le collectif et l'individuel. Alors, sur la pandémie, c'était un peu difficile quand même de trouver une responsabilité, même si vous avez évoqué la souris à Juan. Revenons au sujet peut-être de l'urgence climatique, qui en plus était évoqué dans le film. Est-ce qu'on est individuellement responsable de ce qui se passe aujourd'hui, ou on est tous collectivement responsables de ce qui se passe aujourd'hui sur la problématique climatique? Je penche très clairement pour la seconde hypothèse, bien sûr. On est tous collectivement responsables, de par nos modes de vie, de par la non prise en compte d'intérêts. Vous savez, le libéralisme, pourquoi pas? Mais il s'arrête au moment où vous commencez sérieusement à empoisonner les autres. Et ça, on l'a complètement oublié aujourd'hui. Parce que je vais revenir, en fait, l'humain a oublié, en plus, qu'il n'est pas tout seul sur la Terre. Hein. Je viens de dire qu'un corps humain, c'est autant de bactéries que de cellules humaines. Chaque matin, dans votre lit, parce que vous y avez dormi, vous en votre 1 et 2 millions d'acariens. Je montre une grande photo de 10 mètres carrés. Ah, ça a des épines, des poils. Mais c'est génial. Ils mangent nos cheveux, les cellules de la peau qui s'en vont, nos poils, toutes les humeurs dans un lit humain après les ébats nocturnes. Et ben, ils jouent un rôle important. Il faut qu'on admette, parce que si on admet que nous sommes le vivant, nous aussi, qu'on est dedans et pas à côté, on comprendra que chaque fois qu'on va l'agresser, ce vivant, on s'auto-agresse. Ce qui est un peu stupide pour une espèce qui elle-même s'est appelée sapiens. Vous allez voir que quand Linné appelle l'humain sapiens, il a déjà appelé des trucs atrox, férox, horribilis, hulot. Nous sapiens. Franchement... Quand vous dites on est collectivement responsable de cette urgence climatique, on va rester juste sur ce sujet, juste sur cette question, et puis après on va avancer. Et quand vous dites on est collectivement responsable, est-ce que ça veut dire que c'est collectivement parce que finalement aujourd'hui quelqu'un décide que oui, l'aviation ça doit continuer, enfin que les gouvernements, que le système économique évolue ça, ou est-ce qu'on est responsable collectivement parce que chacun, on va de temps en temps prendre l'avion? Alors encore une fois, je ne suis pas contre les avions. Mais en ce moment... C'était un exemple. Hein, on va revenir à deux aspects. Deux low cost qui ont abîmé le système. Les low cost en matière d'alimentation, des poulets qui se vendent à 1 euro aujourd'hui, vous vous empoisonnez avec un poulet à 1 euro. Et puis des avions où vous avez des vols en ce moment, Bordeaux-Marrakech, 4,99 €. Un vol tous les samedis, Londres-Malaga, 4,99 € pour aller picoler en Espagne, sans apprendre un mot de castellano, bien sûr. L'avion n'a pas été inventé pour faire ça. Donc ce libéralisme-là, basta, il faut que tous, et collectivement, on intervienne vis-à-vis du pouvoir politique pour qu'on arrête de faire ça. La consommation, c'est pareil. Achetez un peu plus cher que vous mangez. Payez le monde agricole, ils arrêteront leurs pesticides. C'est très clair. Hein. Un petit peu plus, parce que c'est pas possible de continuer comme ça aujourd'hui. Dans les années 50, on leur a dit, produisez plus, le moins cher possible. On voit le résultat aujourd'hui. Je disais un jour au président, quand j'avais 20 ans, moi, les pauvres étaient maigres. Maintenant, les pauvres, ils sont gros. Donc il y a quelque chose qui s'est passé depuis un certain temps. Donc je reviens à cette histoire-là, c'est nos modes de consommation, plus de sobriété, c'est certain, manger moins de viande aussi, c'est absolument clair. Puis surtout, avoir une culture de l'impact, si vous voulez. Chaque fois que vous faites quelque chose, dites-vous, qu'est-ce qui pourrait se passer? Si vous l'avez dans votre tête en permanence, vous retardez votre Alzheimer, vous ne l'aurez jamais. Tous les jours, vous vous dites ça, une culture de l'impact. Et puis il faut supprimer ces défauts terribles que Frédéric pourrait certainement expliciter beaucoup plus que moi, qui sont d'abord l'imprévoyance. C'est-à-dire qu'on fait des choses sans réfléchir à ce qui va se passer. L'arrogance, surtout masculine, et la cupidité. Qui est, malheureusement, les femmes sont aussi cupides que les garçons, ou alors elles sont amoureuses de type cupide, donc ça n'arrange pas le problème. Hein. On est vraiment sur quelque chose où je me dis, mais attendez. Donc vous voyez, c'est ça qui est super intéressant. Et je pense que c'est important de parler de ces questions-là avec de l'humour, parce qu'il faut amener nos interlocuteurs à s'auto-ridiculiser eux-mêmes de leur comportement. Si on arrive à faire ça, sinon c'est invivable. Hein. Mes étudiants, qu'est-ce qu'elles me disent aujourd'hui? À Sciences Po, elles me disent, bon, on ne fera pas de bébé. Vous vous rendez compte de ces mots incroyables, hein, alors que nous, on a fait n'importe quoi. Beaucoup trop de mômes dans les années 50, 80, ça c'est absolument clair. 2 milliards d'humains en 1941, 8 milliards aujourd'hui. Et deux chiffres aussi, il y a 19 000 ans ici, là, dans ce bel amphi qui n'existait pas encore, la température de la mer était 4 degrés plus basse et la mer était 125 mètres plus basse. Voilà, ce sont des chiffres qui sont importants, qui changent. Et aujourd'hui, sur le climat, c'est clair que je comprends que ce soit inquiétant. Mais je dirais, je suis très proche d'Edgar Morin, j'aime beaucoup ce qu'il nous dit. Edgar, il disait encore, il y a eu 100 ans, il y a 2 mois, il disait, le problème n'est pas la frénésie scientifique et technologique, il est l'usage que l'on en fait. Et il disait en terminant, j'en parlais avec Frédéric tout à l'heure, vous savez, si on gouverne un pays en oubliant une partie des gens, l'histoire des Gilets jaunes, le premier gourou qui passe, il gagne.
Et notre boulot à tous ici, c'est de combattre ces gourous. Et qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On essaye de faire tout pour que ce probable qu'on nous promet, et qui se passera si on ne fait rien, l'inaction serait la pire des réactions, la non-réaction, ne se produise pas. Et pour ça, je travaille sur l'évolution depuis que je suis un tout petit garçon. Tous les êtres vivants se sont adaptés parce qu'ils ont changé. Si on ne change pas, ben, ça ne marchera pas. D'accord, et donc changer évidemment aussi de comportement face au risque permet de continuer à évoluer correctement. Et moi j'aime bien Nietzsche quand il disait il faut vivre dangereusement, tu vois. Alors, tout à l'heure, dans la conférence lors d'un keynote de Frédéric Schwartz, vous avez évoqué donc la catastrophe, l'aventure et l'entre-deux, le risque. Le risque que vous avez défini comme quelque chose qui est calculable, compensable, représentable. Alors, on a le plaisir d'avoir avec nous une actuaire aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, petite question de vocabulaire. Une actuaire, c'est quoi, Laurence Barry? C'est exactement ça, en fait. C'est quelqu'un qui travaille entre l'aventure et la catastrophe pour essayer de... Alors, je ne sais pas qui est l'aventure, qui est la catastrophe. Pardon. Regardez devant moi. Et donc c'est quelqu'un qui apprend le risque d'un point de vue des probabilités, des statistiques, on va dire comme ça. Et j'entends en filigrane dans votre question une actuaire. Alors je voudrais dire un petit mot là-dessus, c'est qu'effectivement il n'y avait pas beaucoup d'actuaires femmes historiquement, puisque les premiers actuaires datent du milieu du 19e siècle, il y avait très peu de femmes parmi eux. Aujourd'hui ça va un peu mieux, en France il y a en gros un tiers des actuaires qui sont des femmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces actuaires du début du XXe siècle, enfin, pas parmi eux, justement, derrière eux, il y avait des calculatrices. Et les calculatrices, ce n'étaient pas des machines, c'était des femmes qui faisaient les calculs et qui, je pense, pouvaient prétendre au titre d'actuaire, même si elles n'y avaient pas droit. Alors, on va voir avec vous, puisqu'on disait qu'il faut que le risque ce soit calculable, que ce soit compensable, que ce soit représentable, donc il n'y ait pas forcément de la donnée aussi autour de tout ça. Et ce qui évolue aujourd'hui dans votre métier, dans la science dite actuarielle, c'est justement l'utilisation de toutes ces données. Qu'est-ce que ça a comme conséquence très effective aujourd'hui? Alors, je voudrais décrire ça en fait de façon un peu historique pour qu'on comprenne bien ce qui se passe avec les données aujourd'hui. Si on repart vraiment au tout début des statistiques, ce qui s'est passé, c'est qu'un mercier londonien du nom de Grant se penche un jour sur les registres de mortalité de Londres. Et en fait, il cherche à quantifier la population londonienne. Et ce dont il se rend compte en examinant ces registres, qui avaient été établis d'ailleurs pour essayer d'établir des signaux contre la peste, ce qu'il se rend compte, c'est qu'il y a une stabilité des proportions de décès par type de décès, par cause de décès. Et ça lui donne l'idée qu'il existe quelque chose qui, derrière les événements individuels qui sont imprévisibles, existe quelque chose qui est stable et qui permet de gérer ce qu'on va appeler plus tard les populations. Et c'est comme ça, en fait, que se met en place un peu, c'est le tout début de ce qu'on va faire ensuite avec des statistiques. Et encore plus ? Je peux pas faire. Mais là, je pense que ça va être compliqué que ce soit plus près. Après, il faut le manger. L'étape suivante, c'est manger le micro. Donc, alors, la deuxième étape de cette évolution, c'est ce qui se passe au 19e siècle avec Ketley. Ketley travaille sur il mesure le tour de torse des soldats belges et il se rend compte que ces tours de torse sont distribués suivant une courbe en cloche. Or, la courbe en cloche, elle avait été formalisée mathématiquement par Gauss un demi-siècle plus tôt à propos de la position des étoiles. Je sens qu'on va m'attaquer. Allez. Mais il est collé en fait, hein. Je le vois de profil, donc je veux vous confirmer que Laurence a le micro collé, donc je pense que c'est plus un problème venant de la régie. Donc Gauss avait formalisé cette courbe en cloche pour la position des étoiles en disant là où on a un maximum d'observations, c'est là où se trouve la vraie position de l'étoile. Et tout ce qui est de part et d'autre de ce maximum, qui est donc la moyenne, ce sont des erreurs. Et ce que se dit Ketley en regardant le tour de torse des soldats belges, c'est qu'il existe quelque chose qu'il va appeler l'homme moyen et qu'on peut qui modélise en réalité la population qui se trouve derrière. Donc l'homme moyen représente la population et en tenant compte de ces moyennes, on va pouvoir une fois de plus gouverner les populations. Ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que tout ce qui est de part et d'autre de la moyenne, c'est de l'ordre de l'erreur. C'est quelque chose on va pas regarder ça, on va se dire c'est de l'erreur, je mets ça de côté et je travaille avec les moyennes. Et c'est comme ça qu'on va se mettre en place tous les mécanismes d'assurance au 19e siècle. Et un peu après, Galton, qui est un autre statisticien, enfin il n'était pas mathématicien en l'occurrence, c'est le cousin de Darwin et il était un des pères de l'eugénisme, va se dire lui, en fait non, ces écarts par rapport à la moyenne, c'est quelque chose qui est très important. C'est là que se trouve
une quantité très importante d'informations, parce que lui, il a en tête de créer une valeur génétique de l'individu. Et pour lui, ces écarts par rapport à la moyenne, c'est pas de l'erreur, c'est au contraire ce qui caractérise les individus. Lui, il a en tête d'améliorer les populations en prenant ceux qui ont les plus grandes valeurs génétiques pour les faire se reproduire entre eux. Mais ce qu'il voudrait, c'est avoir suffisamment de données pour pouvoir caractériser l'écart par rapport à la moyenne. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu la victoire de Galton. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui suffisamment de données pour pouvoir caractériser les individus et expliquer leur écart par rapport à la moyenne de la population. Et bon, on va en reparler tout de suite, mais ça remet en cause tout ce qu'on avait fait au 19e, 20e siècle, au sens de mutualisation, où on travaillait beaucoup avec des moyennes, et qui permettait, en mettant en commun et en sachant que les mieux lotis vont payer pour les moins bien lotis, de couvrir l'ensemble de la population en assurance. D'accord, justement, ce que vous disiez à l'instant, Laurence Barry, c'est caractériser cet écart par rapport à la moyenne. La data, aujourd'hui, le big data permet tout ça. C'est à la fois intéressant parce qu'on a des caractéristiques très individuelles, mais est-ce que tout ça ne risque pas à terme de porter préjudice, et vous l'évoquiez déjà un petit peu dans la fin de votre réflexion, sur finalement la mutualisation? Parce que je vais me dire, moi, si après tout, vous avez toutes mes données, vous savez que je conduis bien, que je respecte les vitesses, le 30 km/h à Paris, voire même en dessous, parce que de toute façon, ça ne roule pas, etc., je vais peut-être demander une prime d'assurance qui sera moins importante. Donc, est-ce que ça n'a pas un véritable enjeu de faire sauter ce mutualisme et donc de perdre encore en collectif? Alors oui, c'est vraiment le sujet de recherche de la chaire Paris qui travaille sur l'impact du big data sur l'assurance. C'est vraiment ça, ce point-là, c'est comment va évoluer la mutualisation. Alors, il y a plusieurs niveaux là-dedans. D'un côté, de toute façon, une compagnie d'assurance, elle fait toujours de la mutualisation. Et on peut très bien se dire, finalement, que j'ai tarifé un individu de façon individuelle en tenant compte de son risque individuel ou que j'ai tarifé de façon très générale en travaillant sur des moyennes, finalement j'ai créé un pot commun et je vais me servir de ce pot commun pour payer les uns ou les autres. À la limite, on peut se dire qu'une année où les résultats en automobile étaient déficitaires et on a fait des bénéfices en assurance MRH, eh bien les assurés de MRH ont contribué, ont été mutualisés, si vous voulez, avec ce qui s'est passé en auto. Mais il y a quelque chose qui va au-delà de ça et qui est lié, en fait, si on passe à la limite dans cette individualisation du risque, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on fait des segments qui sont de plus en plus précis, qui permettent non plus de créer des classes, mais de tarifer à l'individuel. Et en passant à la limite, si vous voulez, on pourrait imaginer un monde dans lequel on aurait réussi à caractériser les individus qui vont avoir des accidents et qui devraient payer le prix de leur sinistre, et puis tous les autres dont on sait qu'ils ne vont pas avoir d'accident et qui n'auraient plus besoin de payer d'assurance. Donc là, effectivement, on a complètement défait la mutualisation. Maintenant, si on abandonne cette idée un peu, à mon avis, extrême, où on serait capable de faire cette prédiction, mais on va un peu en amont et on garde un système qui reste statistique et probabiliste, mais avec des extrêmes importantes, on aura des gens qui devront payer très cher leur assurance parce qu'on sait qu'ils ont une probabilité très forte d'avoir un accident, et d'autres qui vont payer très peu parce que malgré tout on sait qu'ils sont de très bons risques. Et dans cette situation, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement ces gens-là, les très grands risques auxquels on va proposer des primes très élevées, n'auront pas les moyens de s'assurer. Et lorsqu'ils n'auront pas les moyens de s'assurer, qu'ils ne le feront pas, eh bien, il y aura effectivement une désolidarisation au sens où ils vont sortir de la communauté des assurés et ils n'auront pas de protection. Donc là, effectivement, on aura une vraie démutualisation, au sens où il y aura des exclus du système. Le fait, je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, je conduis bien, je respecte, etc. Est-ce que ça n'a pas aussi, on n'est pas un petit peu dans la logique de l'aventure qu'évoquait Frédéric Worms tout à l'heure? C'est aussi mon parti pris de liberté, et après tout, moi je fais attention. Alors moi je regarde ça un peu différemment. C'est vrai que ce qui se passe aussi, c'est que tant qu'on n'avait pas de données, on avait un voile d'ignorance qui faisait qu'on pouvait poser une homogénéité d'un individu à un autre en disant finalement on est tous soumis aux mêmes risques et on va se protéger tous ensemble. C'est un peu comme ça qu'on a mis en place l'assurance, les dispositifs d'assurance de prévoyance au début du XXe siècle. Frédéric Worms a parlé des travaux d'Ewald là-dessus. Voilà, c'était un peu comme ça. On n'avait pas beaucoup d'informations et on se disait on est tous logés à la même enseigne. Ce qui se passe avec le big data, c'est que cette idée d'homogénéité, elle est plus difficile à maintenir parce qu'on est plus conscient du fait qu'on est tous différents les uns des autres. Et c'est à la fois les assureurs qui portent ça, puisque eux ont les données et font de la segmentation, et aussi effectivement les assurés qui disent mais je suis un bon risque, je ne veux pas payer pour les autres. Donc il y a un phénomène vraiment sociétal qui fait que du côté des assureurs et du côté des assurés, on a tendance aujourd'hui à pousser à cette individualisation. D'accord. Est-ce que ça peut responsabiliser plus les gens ou pas? Alors ça, c'est une vaste question, de savoir quel est le rapport entre l'assurance et la responsabilisation.
Justement, c'était quelque chose qui était en débat au début du XXe siècle, quand on a commencé à mettre en place les systèmes de prévoyance, puisqu'on disait, ceux qui s'opposaient à ce système disaient, c'était les libéraux, disaient, en fait, ça va déresponsabiliser les individus. L'assurance déresponsabilise les individus au sens où ils vont plus prendre les mesures qu'ils auraient prises s'il n'y avait pas d'assurance. Ils ont fini par se convaincre qu'il fallait le faire, et c'est comme ça qu'on a mis en place les premières mesures d'État-providence, parce qu'il fallait progresser, parce qu'on savait que c'était nécessaire pour que la société industrielle puisse fonctionner. Voilà. Maintenant, il y avait toujours ce spectre de l'aléa moral qui planait derrière tout ça. L'aléa moral, c'est quoi? C'est justement le fait qu'à partir du moment où il y a de l'assurance, les gens ne vont pas prendre les mesures qu'ils auraient prises s'il n'y avait pas d'assurance, sachant que ça reste un espèce de fantôme, puisque du point de vue de l'assureur, soit il n'a accès qu'aux données après assurance, donc il ne peut pas vraiment savoir ce qui se serait passé s'il n'y avait pas d'assurance. Mais c'était quelque chose qui était de l'ordre moral, c'est-à-dire qu'on considérait que les individus qui allaient tirer au flanc, d'une certaine façon, c'était des individus qui étaient tentés de se comporter de façon amorale par rapport au groupe, au collectif. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est passé dans les années 60 qui a bouleversé cette approche. C'est-à-dire qu'on ne disait plus l'assurance déresponsabilise, au contraire, on dit l'assurance responsabilise. Et comment ça s'est fait? Ça s'est fait en fait en deux temps. Enfin, il s'est passé deux choses. La première chose, c'est qu'on ne pensait plus l'individu comme quelqu'un qui pouvait être éventuellement amoral. Au contraire, on disait ce sont des individus qui sont des hommes économiques qui réfléchissent un peu comme des actuaires, qui maximisent leur fonction d'utilité, qui savent calculer leur probabilité de sinistre, qui savent, ils vont se trouver dans une situation donnée, ils vont voir la prime, ils vont en déduire qu'il y a un risque. En réagissant à ce risque, ils vont pouvoir prendre la responsabilité, décider oui ou non s'ils vont habiter dans une zone à inondation, si oui ou non ils vont conduire à très grande vitesse ou pas, parce que ça va avoir des implications sur leur prime. Ça, c'est la première chose. Et en même temps, en fait, les assureurs eux-mêmes ont eu accès à plus de données. Bon, on n'en était pas encore au big data, mais il y avait suffisamment d'informations pour commencer à faire de la segmentation. Et les deux allaient ensemble. Maintenant, très vite, on a compris que les individus, l'homme économique, il ne fonctionne pas du tout comme ça, pas du tout rationnel. Il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Et la prime comme signal du risque qui va permettre de responsabiliser un individu et qui va le conduire à modifier son comportement, on sait aujourd'hui que ça ne fonctionne pas comme ça. D'un autre côté, pourtant, effectivement, les assureurs ont de plus en plus de données à leur disposition. Et donc, il y a un hiatus entre cette capacité des assureurs à faire des choses extrêmement précises en termes de prime et ce qu'on peut imaginer pouvoir faire avec cette prime en termes de responsabilisation. Frédéric Worms, vous voulez réagir? Oui, merci. Non, c'est juste que, effectivement, mais vous avez déjà dit une partie de ce que je voulais dire pour compléter. Ce qui me semble qu'on discute là, en fait, communément et avec aussi le film, au fond, c'est quelles peuvent être les motivations subjectives, les motivations profondes, à la fois rationnelles et passionnelles, pour réagir face au risque. Et on sait bien que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Déjà, effectivement, vous l'avez dit, l'homo economicus est-il encore légitime pour penser le rapport au risque? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres facteurs à prendre en compte? Mais je crois que sous le signe de la catastrophe climatique, c'est très important. Sur quelle prise on peut avoir sur les subjectivités pour agir? C'est un peu la question que posait Gilles aussi tout à l'heure. Et il y a eu beaucoup d'essais. Mais je pense que ce que vous avez dit est très important. C'est-à-dire, et une des choses qui me frappe beaucoup, c'est la question des passions négatives. La question des passions, déjà. Il y a des passions, on peut agir sur des passions négatives, mais surtout, il ne faut pas oublier qu'il y en a. Donc il y a des gens qui ont essayé de passer par la peur, par exemple. Est-ce que c'est la peur qui va nous faire agir aujourd'hui? Ça a été une des tentations aussi dans la pandémie, d'agir à travers la passion, cette passion de la peur. Bon, elle est très dangereuse, cette passion de la peur, en fait. Ça marche un peu, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Par exemple, sur les paquets de cigarettes, vous avez des photos terribles de poumons. Personne n'a envie de se retrouver dans l'état. Et puis, pas seulement de poumons, des trucs terribles. Et puis même la peur pour vos enfants. Fumer tue autour de vous. Bon, je ne crois pas que ça dissuade énormément de gens. Peut-être le prix de la cigarette. Là, on retrouve l'homo economicus. L'économicus versus l'homo sapiens, que la peur. Mais la beaucoup peur moins reste rationnel. un truc. Un deuxième facteur, c'est la colère. Et la colère, alors là, c'est ce que Gilles a dit sur les gilets jaunes. C'est vrai qu'agir par la colère, beaucoup de gens essayent, mais là aussi, c'est très dangereux. Parce que la colère, c'est une passion très profonde, très noble en un sens, qui vient de l'indignation, etc. Mais alors par exemple, le philosophe Alain l'a bien montré dans son livre sur la guerre de 14. Il s'était engagé volontairement, il a écrit ce livre, Mars ou la guerre jugée, et il disait les hommes ont des passions nobles, surtout les jeunes, les adolescents, ont des passions nobles. Ils veulent sauver le monde, et voilà. Mais simplement, elles connaissent pas encore leur objet.
Ils ne savent pas vers quoi tourner leur colère. Et il y a des agitateurs des colères qui les tournent vers des mauvais objets. Donc comment orienter la colère vers vraiment la vraie cause Donc ça, c'est vraiment très dangereux. Et puis, il ne faut pas oublier, moi j'y pense beaucoup aussi, parce que c'est ce que quelqu'un comme François Ansermet, qui est le psychanalyste du Comité national éthique, il n'y a peut-être pas de vétérinaire d'ailleurs, il y a Gilles Boeuf maintenant, mais quand même, mais il dit, il ne faut pas oublier aussi que les sujets ne veulent pas forcément leur bien. Qu'il y a des pulsions d'autodestruction, hein, pas forcément des pulsions de mort comme disent certains, mais il y a aussi du refus, il y a aussi du négatif dans les humains. Donc comment est-ce qu'on fait? Alors est-ce qu'on passe au positif directement, à l'amour, la bienveillance, voilà, le courage? Et oui, il faut, mais c'est pas évident. Et je pense qu'il faut une combinaison au fond de tout, c'est-à-dire une combinaison de la rationalité, mais compliquée par ce que vous avez dit. En plus, ça devient très compliqué de prévoir, mais il faut quand même s'appuyer encore sur la rationalité. Moi, je pense qu'il ne faut pas désespérer de la rationalité non plus. Hein. Mais en fait, c'est le vrai sujet du moment. Quand vous dites, quand on voit les gens parler, comment on va se motiver. D'ailleurs, ce n'est pas eux et nous. Hein. Il n'y a pas un nous expert qui... Voilà. Comment on se motive aujourd'hui avec du négatif, avec du positif, avec de la raison. Mais voilà, peut-être que pour moi, le plus fort, c'est le sentiment de justice. Le sentiment que, globalement, il y a une sorte de perspective commune qui est dessinée, que chacun y va un peu de sa personne et que tout le monde en bénéficiera d'une manière ou d'une autre. Pour moi, il n'y a que le sentiment de justice qui est la motivation profonde qui peut nous voilà. Quand on vous entend, Frédéric Worms, en fait... Plus que la rationalité. La vraie question, c'est ces motivations passionnelles. Et dans une campagne électorale, dans un enjeu politique international, les gens jouent sur les passions. Sur quelle passion on va jouer aujourd'hui? Mais ce que vous dites sur la rationalité, évidemment, nous ramène aussi à cette question entre l'homo economicus et l'homo sapiens. Finalement, l'homo economicus pourrait être intéressant parce que plus facilement calculable, dirons-nous, alors que la rationalité, c'est plus compliqué. Gilles Boeuf, je vous ai vu tout à l'heure réagir quand Frédéric Worms a parlé d'agir sur les passions négatives, sur la peur. Je vous ai entendu, vous avez dit non, ça ne marche pas. Non, la peur, ça ne marche pas. Ce n'est pas le bon moteur parce que ça fait partir dans tous les sens, en fait. Alors, moi, j'appelle ça l'intranquillité. Il faut une vigilance. Ce que j'aime bien, c'est une peur raisonnée qui nous rend beaucoup plus vigilants. Ça, c'est important. Mais la terreur amènera à une non-réaction. Qu'est-ce que me disent mes jeunes filles étudiantes à Sciences Po, hein? On ne fera plus de bébé. On arrive à quelque chose qui est quand même assez incroyable. Donc, et puis, je vais revenir au sentiment de justice. Nous, on travaille beaucoup sur les chimpanzés sauvages en Ouganda. Ils ont une immense considération pour la justice. Si vous faites un truc injuste, mais c'est épouvantable. Hein? Ils s'en rendent malades. Ils s'automutilent, ils ne peuvent pas supporter, on leur donnerait à manger, mais dans la nature, des gens l'ont fait dans des parcs, hein, il ne faut surtout pas, c'est très très fort ce sentiment d'injustice, je suis maltraité. Et je vais revenir à Darwin, on a évoqué tout à l'heure Darwin, en fait, et c'est là qu'on s'est planté sur le darwinisme social, quand on a fait Tara Océan, on part avec un bateau en 2009, 4 ans dans l'océan, on revient en 2013, on ramène 600 000 séquences de petits organismes, hein, qui sont des bactéries, des protistes et des virus. Ben, je peux vous assurer qu'il y a infiniment plus de coopération, de commensalisme, de symbiose et d'entraide que de compétition. Ça veut dire que le profond moteur du vivant, 4 milliards d'années de vie, ce vivant d'existence, il s'en est sorti comment? Et bien justement par ce genre de relation. Et si l'humanité tombe effectivement dans la compétition aiguë et qu'on dise à un entrepreneur, c'est en mangeant l'entreprise d'à côté que tu vas t'en sortir, ça n'existe pas dans le vivant, ça. Et moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de biomimétisme. Hein, je regarde comment le vivant réagit. C'est vrai qu'il est infiniment mieux organisé que nous. Hein, dans nos systèmes économiques actuels, le vivant a toujours un acheteur pour ses déchets. Donc tout va se recycler. Le vivant a une parcimonie d'énergie incroyable. Une libellule, elle vole à 90 km/h avec 2 watts. Elle encaisse 30 G en accélération, je ne vous raconte pas. Hein, le type, ma petite fille aime bien monter dans les manèges, moi j'ai horreur de ça, mais comme je les aime, je vais avec elle. Vous payez 10 €, on vous centrifuge à 4 G, vous vomissez votre 4 heures, c'est ça le plaisir. Ben voilà. Et le vivant a trouvé des astuces qui sont exceptionnelles. Hein. Et ça, je pense qu'il faut qu'on regarde, mais pour ça, il faut beaucoup plus tolérant, il faut être capable effectivement d'amour, hein, c'est le mot qui nous manque. Moi je pense, Frédéric, dans tout ça, on a oublié. Regardez nos hommes politiques qui parlent à la télé. Où est l'amour là-dedans? Il n'y en a pas du tout. C'est terrible. Et ça, c'est vrai que c'est à la base même du vivant. Sur les sols contiennent 2 fois plus d'espèces que tout l'océan. Donc pourquoi est-ce que... Alors, je pense qu'il y a un problème d'éducation au départ, hein, il y a un problème de connaissance, mais aussi, et là je suis en ce moment très fâché avec ce qu'on fait aujourd'hui dans les lycées, où on supprime les sciences de la vie et de la terre. Hein. Non seulement ils n'auront plus les connaissances, nos gamins, mais surtout ils n'auront pas d'esprit critique.
C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, développer l'esprit critique chez les gamins et chez les gens qui nous répondent là. Ça change tout en fait. Hein. Et ça, pour ça, je pense qu'il faut revenir à beaucoup plus de modestie, d'humilité dans tout ça, et puis de partage. Hein. Je dis souvent, je t'emmènerai là-dessus, je suis allé 2 fois à l'original de Chauvet, j'en ai pleuré à chaque fois. C'est 2 fois plus vieux que Lascaux. Lascaux, c'est 20 000, Chauvet, c'est 37 000. Vous avez des rhinocéros, des panthères, des hyènes, en France, hein, des bisons incroyables. C'est à 300 mètres de l'entrée. Vous regardez ça. D'abord, qui dessine comme ça? Deuxièmement, à quoi ça sert de faire ça? À rien du tout, mais c'est génial. Et c'est ça, Homo sapiens, en fait. Donc on oublie ces questions de spiritualité aussi, bien sûr non religieuses, on est d'accord, qui sont un moteur puissant de l'humanité. Et l'émerveillement, c'est pas en racontant à nos gamins que tout est foutu et que le climat, le ciel va nous tomber sur la tête, que demain on va leur donner espoir de faire quelque chose. Mais ils ont envie, ils sont en train de changer. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre une génération, on le sait bien à la Maïf, hein. C'est vraiment en cours. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on leur met le pied à l'étrier? Mais c'est toutes ces considérations-là qui sont essentielles. Et l'individualisme, de toute façon, il y aura toujours des individualistes, de toute façon. Mais parce qu'à mon avis, ils ont été malheureux petits, on leur a mal expliqué à quoi ça servait. Hein. Alors, 2 choses par rapport à ce que vous disiez à l'instant, Gilles Boeuf. L'esprit critique, on en parlera dans la dernière table ronde en compagnie d'Elena Pasquinelli, entre autres. Juste une question, alors, elle est pas simple, hein, elle est pour vous, Laurence Barry. On parlait à l'instant de biomimétisme. Le biomimétisme serait important pour le coup pour la vie humaine, de s'inspirer de ce que fait la nature. Est-ce qu'il serait possible que la science actuarielle s'inspire du biomimétisme? C'est une bonne question. Je crois qu'en fait, pas du tout. Je crois qu'en fait, la science actuarielle, elle travaille à l'inverse du mimétisme. Et je pense que c'est ce qui fait cette antinomie qu'on a aujourd'hui entre les systèmes d'assurance et ce qui se passe avec la pandémie. Parce que la pandémie, effectivement, c'est la contagion, c'est une forme de mimétisme. Et en fait, en assurance, quand je disais tout à l'heure qu'on regarde des phénomènes aléatoires, mais on arrive à mettre en évidence une stabilité, c'est parce qu'il n'y a pas de mimétisme, c'est parce que les individus sont considérés comme étant indépendants les uns des autres. Et dans la pandémie, ce qui se passe, au contraire, c'est que le risque d'un individu dépend du risque des autres. Donc il n'y a pas d'indépendance. Donc le mimétisme conduit à ça. Et je pense qu'on s'est beaucoup habitué, grâce au système d'assurance, grâce à l'État-providence, à penser en termes de droits qu'on a sur le collectif, parce qu'on était capable de voir cette stabilité qui nous permettait de gérer ces phénomènes collectifs. Et soit dit en passant, je peux le dire aussi, c'est que Grant, pour mettre en évidence cette stabilité des rapports, il avait mis de côté toutes les données qui avaient trait à la peste. Ce pourquoi d'ailleurs on avait créé les registres, il les a mis de côté pour pouvoir mettre en évidence cette stabilité. Et alors aujourd'hui, on est face à la pandémie, on est face à des phénomènes de mimétisme et de contagion qu'on ne peut pas du tout comprendre avec les outils de l'État-providence. Et c'est pour ça, je pense qu'on a tous ces conflits, tous ces problèmes. Parce qu'en fait, il faut penser le collectif, non pas en termes de droit, mais en termes de devoir par rapport au collectif. On n'est plus dans une situation où le collectif est à notre service, comme disait Frédéric Worms tout à l'heure. Voilà. Frédéric Worms, tout à l'heure, vous avez évoqué ce sujet de l'aventure. Vous avez dit que finalement, c'était dans ce modèle-là, qui n'est sans doute pas un modèle social en soi, mais c'est un modèle qui, en fait, où les gens se définissent par rapport au risque, vous en êtes arrivé à la question de la liberté. J'aimerais savoir quelle est votre réflexion par rapport au fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que je sais que j'ai un comportement à risque dans un milieu partagé, je vais skier hors piste, je risque donc de déclencher l'avalanche. Je fais construire mon pavillon dans une zone inondable. Enfin, voilà, je prends ces risques individuels. Est-ce que c'est que cette liberté et est-ce que c'est que uniquement cette aventure qui fait qu'on se retrouve dans des situations comme celle-ci? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur un point que disait Laurence Barry il y a un instant, pour aller en fait plus dans son sens qu'elle, pour être plus actuarien que l'actuarienne. Parce que, paradoxalement, j'étais assez sérieux quand je disais qu'on a besoin de tout. Par exemple, dans la pandémie, en tout cas en France, mais avec un changement dans la logique, mais quand même en gardant toutes les logiques. Il est évident qu'en France, un des moteurs de ce que certains appellent la résilience, moi c'est un mot que j'aime pas tant que ça, mais quand même ça a été le sentiment aussi que l'État prenait en charge, qu'il y avait des remboursements, de la compensation quand même. Dans la catastrophe, justement, là on vit, comme Gilles Boeuf l'a dit très très clairement, on a vécu une catastrophe très particulière, à la fois vraiment catastrophique potentiellement, et en même temps mineure, qui nous a permis aussi de tester des choses, et du coup avec des risques majeurs, mais encore des risques, par exemple le chômage.
le télétravail, le fait... Bon, et tout ça, ça a été compensé, en fait. Pas suffisamment, mais... Donc moi, je pense qu'en effet, il ne faut pas oublier ce qui est compensable. Mais c'est un changement de logique, et la rationalité va encore être là. C'est pour ça que le sentiment de justice, c'est pour moi architectonique, et c'est la clé de voûte. Parce qu'il me faut à la fois le sentiment que les gens sont motivés, mais en même temps, il me faut le sentiment que quelqu'un va compenser la perte de mon emploi. Et donc, en un sens, voilà, je pense qu'il y a encore des calculs, à condition qu'il y ait cette confiance et que ça redevienne aussi politique, mais au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire au sens d'une conception de l'intérêt commun qui permette de justifier qu'on prenne en charge les fragilités individuelles. On peut plaindre les pays qui n'ont pas eu ces compensations. C'est vrai que quand on montait dans un taxi là, qui n'avait pas eu de client pendant 1 an, ils disaient bah oui, mais moi, on m'a remboursé tout ce que j'ai déclaré, d'ailleurs. Tout ce qu'il gagnait avant la pandémie, il l'a gagné quand même. Donc je pense que moi, je ne renoncerai pas entièrement. Et parce que pour que les humains, justement, s'intéressent aussi aux autres, il faut il faut tout. Je pense vraiment, c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça que la justice est intéressante, parce que l'idée de justice, c'est toujours l'idée de concilier des choses compliquées à concilier. Concilier d'abord les frères qui ne sont pas d'accord entre eux, les enfants pour les parts de gâteau, pour les billes, les rivaux, quoi. Concilier les rivalités. Et c'est pour ça que c'est l'idée centrale, à mon avis, vraiment. Hein, et du coup, on a besoin de ça. Alors, après, voilà, et c'est un petit peu pareil sur... pardon, je reviens quand même à la question, mais c'est vrai que je pense... Alors, Laurence Barry, non, c'est pas ça, vous répondrez, Frédéric Worms, à ma question, mais je pense que Laurence Barry voulait réagir là tout de suite. Juste rajouter aux prises de risque individuelles après. Juste rajouter un mot pour... Vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et je pense que l'assurabilité, c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui évolue avec... Non, c'est pas seulement quelque chose de technique. Et effectivement, un sentiment de justice peut modifier ce qu'on considère comme assurable à un moment donné. Il y a des catastrophes qu'on considérait comme pas assurables en 1980, et on a décidé de prendre en charge, et on crée un régime. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est historique et culturel, donc ça se construit. Ouais. Frédéric Worms, donc sur la prise de risque individuelle, est-ce que c'est une exacerbation de nos libertés au détriment toujours, évidemment, du collectif ? C'est-à-dire, moi je pense qu'il faut des prises de risque individuelles. Comme je disais, on a tous des décisions à prendre à des moments donnés et on a besoin d'exercer notre rapport au risque et de se sentir un peu en main sur sa vie. Mais justement, on ne peut plus faire abstraction du collectif. Et c'est vrai que le skieur qui ensuite est pris dans une congère et qu'il faut des hélicoptères, il faut tout le système Bon, est-ce qu'il a été trop loin ? En un sens, oui. Il a été trop loin à la fois par rapport à son estime de lui-même et par rapport à son sentiment de coupure par rapport au social. Oui, je pense que effectivement, il y a un individualisme qui considère on peut accéder à une piste de hors-ski tout seul, alors qu'en fait, en amont, il y a eu des parents, un système social, ça ne vient pas de nulle part, une aventure individuelle, et en aval, il y aura des... Voilà. Mais entre les deux, il faut quand même une petite part de risque, j'allais dire. C'est indispensable, il faut vivre dangereusement, doit un peu rester, mais dans le sentiment que ça donne un sens à l'aventure humaine dans son ensemble aussi, à l'aventure collective. Dans chaque choix, j'engage quelque chose de tout le monde. Hein. Alors, dans l'intitulé de la table ronde, on parle d'abandon du récit collectif. Ce matin, nous avons eu une première table ronde autour de l'intelligence artificielle, de ce que permettent les nouveaux outils technologiques, notamment en termes de prévention personnalisée notamment. Et on a à un moment parlé des communautés, puisqu'on peut avoir des temps de prévention par rapport à des groupes et des communautés. Est-ce que tout ça ne participe pas finalement, ces créations de communautés, de groupes, même s'ils regroupent un certain nombre de personnes, est-ce que ça ne participe pas, ça aussi, à l'abandon du récit collectif ? Pour moi, toute technique, y compris celle-là, les réseaux sociaux, par exemple, toute technique est ambivalente. Hein, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Il y a des usages extrêmement destructeurs, des groupes qui ne s'informent plus que de leurs fantasmes et donc qui, en effet, se nourrissent eux-mêmes. Et un mensonge répété 50 000 fois en boucle devient une vérité. On le sait bien, hein, devient une croyance absolument indubitable. Si on n'est pas dans la discussion avec ceux qui ne sont pas d'accord, on ne peut plus penser. Donc ça, c'est terrifiant. D'un autre côté, la construction de collectifs organisés, y compris en ligne, peut être un instrument très, très utile et très important s'il participe au débat social. Moi, j'ai en tête, une fois, j'étais dans un débat sur la médecine numérique, la e-santé. Et j'arrivais avec justement des préventions plutôt Doctolib, tout ça. C'était avant la pandémie. Hein. Plus, on a bien vu l'utilité de tout ça et la question de la télémédecine. Mais donc, sur l'idée, il faut le colloque singulier, le contact. Et en fait, les associations de patients en ligne jouent un rôle de médiation dans la santé publique majeur, justement. C'est-à-dire que tous les fantasmes, par exemple, il y a une association de patients sur le diabète.
qui informe les patients mutuellement, sert d'interlocuteur aux médecins, au pouvoir public, sert de relais, et donc est un élément essentiel. Les associations sont des éléments essentiels d'une vie sociale. Donc d'un côté, la bulle sociale est destructrice, d'un autre côté, la construction d'un relais légitime, avec des critères et avec des interlocuteurs, est essentielle à la démocratie. Il faut des relais. Donc il y a vraiment, c'est comme pour toute technique, il y a le pire et le meilleur, il y a la potion et le poison, il y a voilà, avec chaque invention humaine, vous faites la guerre ou la médecine. Hein. Je dis même pas l'amour, mais au moins la médecine. Au moins le soin, parce qu'au moins répondre au mal déjà. Alors voilà. Mais c'est vrai que cette question, je me souviens très bien de cette présidente de l'association des e-diabétiques, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais sans eux, il y aurait beaucoup plus de fantasmes, d'angoisse, etc. Donc moi, je dirais bien aux gens, n'allez pas sur n'importe quel forum, mais allez sur celui où il y a une discussion critique, qui s'ouvre aussi à ceux qui ne sont pas des adversaires. Par exemple, les médecins ne sont pas les adversaires des malades. Il faut quand même... une bonne association de patients, c'est celle qui ne considère pas les médecins comme des ennemis, ni les pouvoirs publics, ni les assureurs. Il n'y a pas a priori d'ennemis. Il peut y avoir des erreurs, voire des fautes de X ou Y. Mais... Donc on a des critères pour distinguer les bons et les mauvais usages des techniques. Laurence Barry, sur ce sujet de communauté qui finalement se crée avec pas forcément les mêmes intentions, les mêmes envies, les mêmes besoins. Alors moi je voyais ça d'un point de vue très actuariel en fait, au sens où ce qui fait la différence entre ces nouvelles techniques et les précédentes, c'est que les techniques précédentes, on essayait de trouver des régularités entre individus et créer un groupe le plus large possible. Et aujourd'hui, avec ces techniques, on peut effectivement chercher les régularités individuelles et par conséquent créer des groupes dans lesquels on pourra faire de la prévention en ayant un système de levier sur ces gens. Parce que du coup, au lieu de faire quelque chose qui est très général et très aveugle, on peut mettre tous ces moyens de prévention au service de groupes particuliers. Par conséquent, ça peut être très efficient. Voilà, ce n'est pas tout à fait votre question. Mais non, mais si, il y avait cet intérêt par rapport aux groupes qui sont créés. Gilles Boeuf, vous avez un regard particulier par rapport à tout ce qui se fait au niveau des réseaux sociaux, de ce qui fait parfois qu'on est très individualiste à travers ça, ou qu'au contraire, on s'inscrit dans un courant. Je crois que je suis comme tout le monde, j'hésite entre des effets extrêmement délétères puis des aspects très bénéfiques. Je crois que j'ai une petite anecdote qui m'est arrivée, qui m'a fait très mal avec nos jeunes, alors qu'on dit toujours les jeunes changent, c'est vrai. N'empêche que j'ai un ami qui a une goélette et on emmène une trentaine de jeunes du 9-3 au large des côtes bretonnes, près de l'île de Groix, en août 2020. Il fait un temps de curé, comme on dit là-bas. Il y a des dauphins partout, c'est magique. On va mouiller là? Non, il n'y a pas de réseau. Donc ça veut dire que tout ça, alors que c'est génial tout ça, mais je me dis c'est pas possible quoi. Et on est rentré au port de Lorient, ils ont retrouvé une ville, bon c'est sympa Lorient, c'est pas le 9-3, mais n'empêche que c'était tellement mieux là où on était. Donc je me dis mais comment ils ont été éduqués? Et toute une question d'éducation, je pense depuis le début, c'est les mêmes qui font la queue une nuit devant la Fnac pour avoir le dernier modèle d'iPhone en fait. Hein. Donc d'un côté c'est vrai. Je vais revenir à mon ami Edgar qui disait, en fait, c'est vrai que la Terre, c'est une planète avec 4 moteurs. La science, pas les opinions, on est d'accord, hein, la science, la vraie science. Hein. Deuxièmement, la politique, on en a parlé un petit peu, quelle politique? Troisièmement, les citoyens et les ONG. Et quatrièmement, l'entreprise. Et c'est vrai que là, on n'en a pas encore parlé, mais l'entreprise a sa part à prendre là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, parce que ce n'est pas tous des affreux exploiteurs de pauvres humains, mais si on arrive collectivement avec ces quatre systèmes-là, ça changera. Et je finis sur Edgar, un avion, il dit c'est la science, la technique, bon, on est d'accord. J'étais hier au CNES avec Thomas Pesquet en visio, hein, avec 450 enfants. On parlait du blob. Le blob, c'est quoi ce truc? C'est ni un champignon, ni un animal, ni une plante. C'est génial, le blob, ça vit dans les forêts. Il est incroyablement génial pour trouver le plus rapidement possible le chemin le plus court. On lui met ses flocons d'avoine et hop, il fait des pseudopodes, il va au chemin le plus court. En 2 heures, il nous résout ce que les ingénieurs japonais ont mis 100 ans à faire sur le métro de Tokyo. Magique! C'est cet émerveillement qu'il faut qu'on raconte sur la nature avant de tout détruire. C'est important. Hein. Et, tout est là. Donc, il faut que chacun prenne sa part. Et je dirais que, en fait, ce qui est le pire des problèmes que l'on a, qu'on a évoqué tous les 3 ici, puis ce matin aussi, c'est une économie actuelle qui consiste à accepter le profit sur la destruction ou la surexploitation du vivant et de la nature. Ça, je suis désolé, on est tous très, alors sinon intranquilles, en tout cas préoccupés par le fait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et ça, c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on joue. Et on a besoin de tout le monde, bien évidemment. Hein. Mais les petits aussi, c'est tellement important. Hein. Souvent, c'est bien plus sympa d'aller en CM2 qu'en terminale, où leurs hormones elles travaillent un petit peu trop à ce moment-là. Là. Frédéric Ils sont plus Worms. philosophes en 5e qu'en terminale.
Gilles Boeuf disait à l'instant que chacun prenne sa part. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure dans votre keynote. C'est la solidarité que vous appeliez ouverte et la conscience des risques partagés. C'est tout à fait ça. Eh bien, formidable. Donc, j'ai bien compris ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, ce que vous nous avez dit. C'est formidable. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe la parole maintenant à la salle pour des questions et évidemment prendre également des questions qui ont pu nous être envoyées par le fil de discussion. Alors, dans la salle, oui, monsieur. Ici, pour rejoindre les gens. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai enseigné les sciences économiques et sociales en lycée il y a 15 ans. Et ça fait penser beaucoup, ce que vous dites fait penser beaucoup à une leçon qu'on faisait en seconde, si je me souviens bien, qu'on appelait les paradoxes de l'action collective. Donc à l'époque, c'était surtout les combats pour les salaires, enfin, c'était du côté les pauvres et les riches, les possédants et les travailleurs. Donc l'action collective se posait dans les termes comme ça. Pourquoi j'irai à la manif alors que si la manif obtient une augmentation, je serai augmenté avec les autres. Et puis, si tout le monde tient ce raisonnement, il n'y a personne à la manif, donc on est sûr de ne rien avoir. Donc chacun arbitrant un petit peu entre ces deux pôles, quoi. Alors, côté ce qui, à moi, me semble être une catastrophe, c'est-à-dire le très mauvais état de la planète, dans laquelle les humains pourront bientôt plus vivre, me semble-t-il. On a un peu la même chose. Pourquoi moi je prendrais des contraintes pour ne pas prendre l'avion, pour me chauffer moins, pour me déplacer moins, etc. Alors que ça ne peut agir que si tout le monde le fait, et que évidemment tout le monde ne le fera pas. Donc moi je vais me contraindre, et la situation de la planète ne va pas s'améliorer. Voilà. Qui veut réagir sur le paradoxe de l'action collective? Après, je voudrais juste faire une petite remarque. Pardon, excusez-moi, Enfin, la question, elle est là, mais je suis un peu étonné de l'aspect prescripteur parfois du discours de Frédéric Worms. Parce que, vous comprenez, pourquoi vous me dites il ne faut pas aller sur tel forum, mais pourquoi je vous croirais plus que n'importe qui d'autre? Ah, merci, oui, c'est intéressant. Je vais répondre à la deuxième question, mais sur la première, aujourd'hui, effectivement, ces paradoxes de l'action collective sont toujours présents. Non seulement sont présents, mais sont présents sur des sujets encore plus vitaux. Par exemple, ce que vous venez de rappeler, aujourd'hui, il me semble que ça se retrouve dans ce qu'on appelle la théorie des biens communs. Donc c'est même plus seulement l'action collective, disons, sociale, c'est vraiment le rapport à ces biens communs dont avant on ne pensait même pas comme des biens, qui peuvent être certes des biens sociaux, par exemple pâturage commun pour des animaux, ou bien, mais même l'air ou l'eau. Et c'est vrai qu'il y a la théorie du passager clandestin qui a valu à sa théoricienne le prix Nobel d'économie, je crois, et qui dit, voilà, effectivement, c'est le passager clandestin, c'est-à-dire que ceux qui s'occupent des biens communs le font aussi pour ceux qui ne s'en occupent pas. Et donc, comment est-ce qu'on évite le paradoxe des passagers clandestins, sachant que c'est encore plus vital qu'avant, parce qu'avant, c'était vital peut-être pour le progrès social, les luttes collectives. Aujourd'hui, c'est tout simplement vital pour la préservation du commun sans lequel il n'y a plus personne. Donc, effectivement, c'est vrai que je crois personnellement que la solution, elle passe par le politique, par la démocratie, et que effectivement, ça montre que la politique est en fait peut-être même première pour sauver la planète, que si on veut sauver la planète par les motivations individuelles, je ne pense pas qu'on y arrive, justement. Il faut des institutions politiques, et puis voilà, et qui organisent aussi les compensations par ceux qui ne veulent pas participer de cette façon, ils participeront d'une autre, mais il faut... Voilà, je pense que ça prouve que le politique est important. Je n'ai pas le temps de développer. Après, sur le côté prescriptif, je ne vous ai pas dit qu'il faut aller sur l'association de patients, etc. Je pense qu'il y a des critères pour dire... Mais quand même, malgré tout, oui, c'est un peu prescriptif, au sens où c'est plutôt le rôle pas des sciences sociales, mais même je dirais presque des acteurs, c'est de définir leurs propres critères pour dire ça, c'est une association qui vous donne les données vérifiables, qui ouvre à des points de vue critiques sur telle ou telle chose et qui ne nourrit pas vos peurs. Après, c'est vrai que moi, je n'ai pas envie de dire a priori tel site est bien, tel autre site n'est pas bien. C'est pas ça le problème, mais on a besoin de critères malgré tout. De toute façon, ma seule thèse là dans le point précédent, c'était de dire sur Internet, disons, dans les réseaux, vous trouverez de tout.
Vous trouverez des associations qui sont des relais indispensables, à mon avis, en effet, et d'autres qui vous feront l'inverse. Après, dire à une personne individuelle, on rejoint la question des passagers clandestins, fais ci ou fais ça, c'est pas mon sujet, mais je pense qu'en effet, on a besoin d'avoir des critères, des critères précis, objectifs, pour dire aux gens, justement, ça, par exemple, ça, c'est de la... Quand Gilles Boeuf dit ça, c'est de l'opinion, ça, c'est de la science, il est prescriptif aussi. Il faut qu'on sache un peu, à un moment, le critère de la science. Par exemple, qui définit son ignorance. Un savant, c'est quelqu'un qui dit, ça, je ne sais pas. Et donc, oui, il nous faut des critères. Après tout, il faut être un tout petit peu quand même normatif parfois, effectivement. Sans forcer les gens politiquement, mais en assumant des critères partagés et en les discutant, justement, de manière critique. Alors, autre question ou commentaire ici dans la salle? Non, pas a priori tout de suite. On va prendre des questions donc, qui ont été posées sur le fil de discussion. Alors, plusieurs questions. Je vais peut-être vous les lire les unes après les autres et puis vous choisirez la façon d'y répondre. L'hégémonie du smartphone qui focalise notre esprit n'est-elle pas en cause dans le développement des égos et des comportements individualistes? Une société sans projet commun, tournée vers l'avenir et le progrès, est-elle viable dans la durée? L'absence d'autorité ou de sanctions pour faire vivre des règles collectives de prévention, par exemple la loi sur la mobilité des trottinettes, n'explique-t-elle pas les dérives individuelles que nous nous accordons? Alors, on va peut-être répondre aux questions, parce que là, j'ai pas eu le temps de tout prendre en note, quand même, cher ami de la régie, donc on va peut-être prendre la première. La première, elle était liée notamment, je crois que c'est aux réseaux sociaux, les smartphones et le développement de l'ego. Qui veut répondre là-dessus? Est-ce que ce n'est pas contributeur d'un développement d'ego et donc de comportement individualiste? Ne me regardez pas, c'est pas moi qui répondrai dessus. En tout cas, ça n'a pas amélioré les choses. Je ne sais pas si ça les a amplifiées. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ça démarre très petit. Je vois les tout petits aujourd'hui qui sont affects de leur système. Mais c'est vrai que, par exemple, moi je voulais faire le jeune en Sciences Po. Je parlais effectivement de réseaux sociaux récents. On me dit, mais ça, c'est des vieux, ils ont 30 ans. Parce que maintenant, il y a des réseaux pour les tout-petits. Quand je suis allé sur TikTok, c'était la gloire du grand-père sur TikTok. Et vous arrivez en 1 minute, pourquoi il faut sauver la biodiversité? Ça a plus d'impact de passer à la terre au carré chez mon copain Mathieu Vidard, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on évolue avec ça aussi. Je ne sais pas si ça accentue les individualismes. En tout cas, ils se sentent tous connectés. Moi, je sais que ce qui m'effraie le plus, j'ai 1000 amis, j'ai 1800 amis, j'ai 1300 amis. Quand on me dit ça, je suis un petit peu inquiet sur le malheur intérieur de la personne qui recherche désespérément le 1301e ami, quoi. Voilà, c'est un peu ça sur les réseaux sociaux qui m'effraie un petit peu. Non, moi je disais que Gilles pourrait répondre parce que l'anecdote de la goélette m'avait beaucoup frappé quand même. C'est-à-dire l'idée effectivement qu'on n'existe que sur ce plan-là et qui peut en effet faire écran et faire oublier les autres modes de relation. Oui, je pense quand même que c'est un vrai danger. Peut-être j'avais l'impression dans la question, Frédéric Worm, j'avais l'impression qu'en fait c'était pas simplement d'exister, c'était peut-être que on sait qu'il y a des sur Internet, enfin sur les réseaux sociaux, il y a parfois des défis qui sont mis en œuvre, qui poussent à prendre des risques pour se valoriser. Je pense que la question était plus autour de ça. D'accord. Mais sinon, moi je pense que ces fragilités, par exemple de ces jeunes sur la goélette, ça renvoie à des fragilités plus profondes, c'est-à-dire qu'ils ont. Mais je pense qu'on s'aperçoit quand même que pour arriver à faire de la goélette, à être avec des amis sur un bateau tout seul, en fait, il faut avoir été dans un milieu un peu protégé au départ, il faut avoir eu le sentiment que quelqu'un vous soutient dans la vie, le sentiment d'une sorte de solidité. En fait, ça fait apparaître des fragilités qui étaient déjà là, peut-être avant les smartphones. Mais c'est vrai que ce besoin de réseau, moi je ne suis pas psychanalyste, mais je l'interpréterais comme une fragilité assez profonde, sociale, affective. Et ça veut dire que la beauté du monde ne suffit pas. Il faut le soin humain pour en être capable de l'apprécier. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Après, moi, ma thèse sur les écrans, c'est qu'il faut faire apparaître les médiations humaines. Pour moi, le vrai danger, c'est l'illusion qu'on est seul face au monde entier alors qu'il y a des médiations. Justement, ça renvoie à la question des sites. Ben non, quand vous recevez une information, c'est pas juste un algorithme, il y a des gens derrière les algorithmes. Et les algorithmes sont des médiations. Donc le travail critique, c'est de faire apparaître, je crois vraiment, qui fait quoi sur nos écrans. Et sur nos écrans, il y a des gens. Voilà, ça c'est très important. Alors l'autre question était, si j'ai à peu près noté, c'était l'absence d'autorité finalement n'explique-t-elle pas les dérives individuelles? Ce dont on se rend compte, c'est que les pénalités marchent très mal.
et qu'au contraire, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des récompenses. Ça fonctionne à l'inverse. Donc ça retourne un peu l'argument et ça peut expliquer comment est-ce qu'on peut aider, mais je ne suis pas convaincue que tous ces systèmes servent à la prévention. Voilà. Si on revient à la nature, chez les loups, c'est superbe. Les loups, ils savent très bien qu'au mètre près, ils peuvent mettre la patte là ou pas là. Parce que s'il met la patte là, ça ira très mal pour lui. Donc ils ont vraiment une organisation sociale. Alors, avec le micro, par contre, Frédéric Plum, si vous voulez changer pour ceux qui ne sont pas une dans la organisation salle. sociale qui est assez extraordinaire. Hein. Ils font une police fabuleuse, les loups. Hein. Et ils ne touchent pas à la fille loup si le grand mâle dominant ne lui a pas permis de le faire. Hein. Et bon, donc, effectivement, je pense que dans des groupes sociaux comme ça, il faut un minimum, effectivement. Alors, moi, j'aime pas trop le mot sanction ou punition, mais je pense qu'il faut un système, quelque part, qui permette, effectivement, de montrer à certains moments qu'il y a des limites qui ne sont pas dépassables. Et c'est un peu ce qu'on ne sait pas faire dans ce libéralisme actuel aujourd'hui. Hein. Parce que libéral, c'est bien, pourquoi pas, mais dès que je commence à fortement embêter celui d'à côté, ça colle plus. Et c'est ça un petit peu que peut-être qu'il faut réexpliquer aux enfants aujourd'hui. Voilà, ça passe par évidemment l'éducation. Est-ce qu'on a d'autres questions ou commentaires? Je regarde déjà dans la salle. Oui, monsieur. Si, Yves Caristan. Je crois que nous aussi, on a des comportements collectifs qui ne passent pas par le raisonnement. Quand il y a une catastrophe, ça m'épate toujours de voir la spontanéité collective. C'est formidable. Il faut construire là-dessus. Elle est là. Elle n'est pas tuée par les smartphones. Mais les smartphones peuvent l'augmenter encore. Et l'augmentent d'ailleurs. Hein, si vous prenez les logiciels sur les massages cardiaques, vous savez, c'est formidable. Vous avez des enfants à 15 ans, ils savent faire un massage cardiaque, on les appelle, il y a ton voisin, et voilà, il y a des vies qui sont sauvées maintenant. Donc le collectif existe et la générosité, alors on parle d'amour maintenant, tout le monde aime tout le monde et on parle d'amour partout, mais simplement la générosité existe, elle est là, et elle ne demande qu'à s'exprimer. Bon, sur la nature et toujours les smartphones, moi je suis un passionné de plein de choses, mais de la nature, de la géologie, de l'astronomie. J'ai quelques applications sur mon smartphone que j'utilise tous les jours pour reconnaître les plantes, pour reconnaître le chant des oiseaux, pour reconnaître les constellations, pour savoir où se trouvent les planètes. Mais c'est formidable, formidable. Et c'est le big data. Et c'est collectif. Parce que ces applications-là, elles fonctionnent sur du collectif, on partage notre savoir. Voilà, donc il faut parler aussi des choses positives. Merci pour votre témoignage. Oui, l'aspect positif, évidemment, des technologies, et c'est un sujet que nous avons également évoqué ce matin. Alors, autre question ou pas? Est-ce qu'on a des questions à la régie? Sur le fil de questions? Oui, encore une. Voilà, alors une question concernant les assurances. Une assurance qui mutualise les risques est-elle viable dans un monde où les données permettront d'individualiser la valeur des risques de chacun? Alors, on y a en partie répondu tout à l'heure. Absolument, mais... on a un peu répondu tout à l'heure. Alors, j'ai essayé de montrer que d'un côté, on pouvait très bien envisager un système dans lequel on aurait des primes très individualisées, mais qui continuerait de mutualiser au global. Et même, j'ai donné l'exemple de passage d'une branche d'assurance à une autre. Et le problème qui est que lorsque on individualise vraiment les primes, on peut arriver à des situations extrêmes où certains individus ne pourront pas s'assurer. Et là, effectivement, la mutualisation est rompue. Merci. Allez, on prend encore une dernière question. Merci beaucoup. Oui. Alors, je suis en train de me casser la figure, pardon. Je me représente, j'avais posé déjà une question ce matin. Donc, Sandrine Spetter Fondation. Je voudrais rebondir sur tes propos, Laurence. On se connaît bien, donc je me permets d'utiliser le tu, parce que le vous, ça va faire un peu bizarre. Et puis également de commenter par rapport à la question qui a été posée. Je pense que ce qu'on oublie peut-être aussi, pas aujourd'hui, mais quand on parle d'individualisme, de big data, on voit uniquement, on voit souvent le côté négatif. Effectivement, on va avoir de la donnée, donc on va pouvoir savoir qui est qui. Et une fois que je sais qui est qui, je vais pouvoir mettre le bon prix sur la bonne personne. Sauf que si on y regarde de plus près, ce n'est pas forcément la stratégie qui rapporte le plus de bénéfices à une société d'assurance. Et du coup,
à ses clients ou à ses sociétaires si c'est une mutuelle. Et je trouve qu'on ne va pas assez sur ce terrain-là. Je donne un exemple concret. La donnée, ça permet aussi de segmenter pour pouvoir mieux connaître ses clients et ensuite pouvoir adapter au mieux les offres en fonction des spécificités des uns et des autres. Mais comme tu l'as dit, Laurence, ça ne veut pas dire que parce que je connais exactement les caractéristiques des individus dans la mutuelle ou dans la société, je dois absolument leur faire payer le prix en rapport avec uniquement leurs risques. Donc après, il y a aussi, et ici je pense qu'on le sait, il y a des choix politiques qui peuvent être faits et des choix politiques qui peuvent également rapporter du bénéfice à la société. Oui, alors tout à fait, pour aller dans ton sens, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que, par exemple, dans le domaine des télématiques, qui sont des senseurs qu'on place dans les voitures, sont des systèmes qui existent depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui. Donc on devrait être dans des systèmes qui arrivent un peu à maturité. Et même dans les assurances, ça fait une quinzaine d'années qu'on voit ces boîtiers dans les voitures. Les assureurs ne vont pas basculer dans des tarifications qui se serviraient uniquement de ça. Au contraire, on se rend compte aujourd'hui qu'ils se servent de ça pour faire des services, en termes de sinistres, pour assister au moment de l'accident, des choses comme ça, et pas nécessairement pour aller dans le sens d'une segmentation de plus en plus poussée qui, effectivement, n'est pas nécessairement positif pour les assureurs eux-mêmes. Tout à fait. Merci beaucoup. On n'a plus de questions ici, plus de questions en régie. Ouais. Oui, Frédéric Worms, un petit mot. Oui, non, je veux bien embrayer sur un exemple qui a été pris, qui est quand même intéressant aussi du point de vue de l'éthique médicale. Donc, quand des primes, par exemple, quand des cas individuels sont trop lourds, risquent de plus être assurables, ça fait penser aussi à des choix qu'il faut faire en politique de santé publique. Par exemple, est-ce que les maladies rares, est-ce qu'on va investir sur des traitements très chers pour peu de gens ? Est-ce qu'on doit plutôt aller vers des traitements pour la majorité ? Est-ce que, par exemple, il y a de nouveaux traitements pour le cancer qui, au début, vont être extrêmement chers pour très peu de monde, etc. Donc, moi, je crois qu'il y a forcément des arbitrages tragiques à faire. La question, c'est de les justifier, en fait. C'est toujours pareil, j'en reviens à mon dada, pas seulement d'aujourd'hui, mais c'est-à-dire qu'on voit bien que les citoyens, y compris du point de vue de leur assurance individuelle, ils ont besoin qu'on leur explique la logique des arbitrages qui peuvent être en effet douloureux. Il peut y avoir besoin de fermer, je ne sais pas, un hôpital dans une région s'il y en a 10 autres autour. Mais l'imposer sans explication, ça donne un sentiment d'arbitraire et de violence insupportable, en fait. Et c'est pareil pour une prime. Je pense qu'en France, par exemple, je pense qu'il y a quand même un peu de système d'explication. Quand on vous dit juste « c'est trop cher pour vous », ou bien votre cas est trop compliqué. Voilà, quand on vous renvoie à une sorte de non-sens, de vide, de sens, hein, c'est là qu'on voit bien que les humains, pour agir, y compris pour sauver leur vie, ils ont besoin de langage, ils ont besoin de paroles, ils ont besoin de sens. Et ça, c'est quand même... Et une fois qu'on a ça, je pense qu'on est tous, entre guillemets, grands, on est capable quand même de comprendre que tout n'est pas possible, mais à condition que ce soit expliqué et assumé, et qu'on l'ait aussi approuvé démocratiquement par des médiations légitimes, au moins minimalement. Mais c'est vrai qu'on a un peu peur, moi je pense. Moi, ce qui m'effraie le plus, en fait, c'est d'être face à la fois à des risques irreprésentables tellement ils sont lourds, et une sensation d'arbitraire et de politique, voilà, et qui est plus entre deux un monde commun, parce qu'en fait, pour qu'il y ait un monde commun, il faut quand même partager un peu les problèmes, et le possible, l'impossible, le faisable, l'infaisable, etc. Donc on peut avoir des grandes inquiétudes aujourd'hui, je pense, hein, mais on a aussi les moyens d'y répondre si on les partage déjà. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on peut remercier nos trois intervenants, Frédéric Worms, Laurence Barry, Gilles Boeuf. Merci beaucoup.